Bonjour et bienvenue dans l'entretien de l'intelligence économique, l'émission consacrée aux coulisses de la mondialisation. Question récolte de céréales, le monde sourit, la France grimace. 2024 semble un bon cru mondial avec des prévisions records de la FAO, Organisation mondiale pour l'alimentation des Nations Unies, plus de 2850 millions de tonnes. Encore mieux que l'année dernière. En revanche, c'est une année très moyenne pour la France qui peine à atteindre les 26-27 millions de tonnes de blé. Alors, la sécurité alimentaire mondiale est-elle assurée? Des réponses avec mon invité. Mathieu Brun est directeur scientifique de la Fondation Farm et chercheur associé à Sciences Po Bordeaux. Bonjour Mathieu Brun. Bonjour. Un mot d'abord sur la Fondation Farm, c'est quoi? Alors la Fondation pour l'agriculture et la ruralité dans le monde, c'est un espace de dialogue qui réunit des chercheurs, des acteurs du monde de l'entreprise, des politiques publiques aussi, pour essayer de concevoir des politiques agricoles, des stratégies de développement durable des agricultures dans le monde, avec un focus important sur les pays du Sud. Rattaché à la Banque Crédit Agricole, c'est ça? Alors on a plusieurs mécènes, notamment le Crédit Agricole, mais aussi l'Agence française de développement. Allez, on commence par les mauvaises nouvelles. La France, là vraiment, à peine 26-27 millions de tonnes de blé, c'est une mauvaise nouvelle, non? Très clairement. Oui, moi, j'ai 37 ans, et donc ça fait à peu près 37-40 ans qu'on n'avait pas eu une si mauvaise récolte de blé en France, avec 26-27 millions de blé, alors qu'on était plutôt sur une tendance à 30-33 millions ces dernières années. Donc on est vraiment dans une situation catastrophique. Ah, le mot catastrophique. Le mot est fort, certainement, mais aussi il s'inscrit dans une tendance au niveau des prix qui est finalement de contre-cycle. C'est-à-dire que les prix mondiaux sont faibles, oui. Et donc les agriculteurs, eux, ont moins de production. 202 euros la tonne en ce moment. Voilà, c'est ça risque de fluctuer, mais les prix sont plutôt corrects, ils ne sont pas très élevés. Quand on a une faible récolte et qu'en même temps on a un prix rémunérateur, les producteurs s'y retrouvent. Mais là, ils ont dû investir dans la semence, acheter des engrais, et le prix, au final, n'est pas rémunérateur. D'autant plus que les conditions climatiques, on en reparlera, ont été très très mauvaises cette année. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de producteurs, au moment des semis, à l'automne, se sont dit, moi je vais pas planter du blé, je vais faire autre chose. Donc les superficies ont aussi largement réduites en France. Alors l'impact sur la diplomatie agricole française et notamment la capacité de la France à exporter? Alors la France, dans les chiffres qu'on a annoncés, finalement c'est un petit producteur de céréales, mais la moitié de la production, un peu plus de la moitié de la production de blé est exportée, surtout vers des pays qui sont ceux de l'Union européenne, mais en grande majorité vers les pays de notre voisinage direct, notamment la Méditerranée. Je pense au Maroc, à l'Algérie, un petit peu à l'Égypte, et de plus en plus avec la Chine. On va un petit peu plus loin, le blé Donc français on aura moins voyage. à leur vendre, très clairement. Donc on aura clairement moins de production à vendre cette année, dans une situation où il y a de fortes concurrences aussi entre plein d'acteurs qui sont très présents. Et donc c'est la diplomatie économique de la France qui va en souffrir aussi, parce qu'on a des relations privilégiées. Je pense au Maroc et à l'Algérie, où on a construit depuis 10, 15, 20, 30 ans des relations de partenariat économique, de forte dépendance. Ce sont des pays qui importent énormément de blé pour nourrir leur population. Et la France, c'était normalement une valeur sûre de l'approvisionnement. On va quand même pouvoir leur fournir. On va pouvoir leur en fournir, peut-être un petit peu moins que les années précédentes. La qualité est au rendez-vous cependant. C'est déjà une bonne nouvelle pour tous les usages qu'on fait du blé. Mais là, c'est tous les acteurs, et notamment du pain, de l'industrie agroalimentaire qui vont souffrir, et aussi l'élevage, qui consomme aussi une partie du blé qui est produit en France. Bon, les bonnes nouvelles, c'est au niveau mondial, ça va bien. Alors, au niveau mondial, effectivement, et même au niveau de l'Union européenne, c'est vraiment la France où il y a eu un problème climatique très important cette année. Au niveau mondial, si on regarde en Russie, la Russie, c'est vraiment un leader sur la production de céréales et de blé notamment. En Ukraine, dans quelques mois, on aura aussi l'hémisphère sud avec l'Argentine, enfin tout ce qui est la partie Amérique du Sud. États-Unis, plutôt bonne récolte aussi. Le Pakistan, qui est un gros producteur et un gros consommateur de blé, a eu des plutôt bonnes récoltes. Donc on est vraiment sur la France, un leader mondial important de cette exportation de céréales et de blé, à contre-courant de la tendance globale au niveau mondial sur les céréales, que ce soit le blé, le maïs, dans quelques semaines, ça devrait aller aussi. Le riz, c'est plutôt favorable au niveau mondial. Donc les chiffres globaux, eux, sont plutôt bons. Donc la sécurité alimentaire mondiale assurée. Alors, c'est là où le bas blesse, c'est qu'on a regardé les gros producteurs. J'ai parlé de la Russie, de l'Ukraine, du Canada, des États-Unis, de l'Union européenne et de la France en particulier. La sécurité alimentaire, c'est pas uniquement une question de production. C'est avant tout un enjeu d'accès économique. Et quand on regarde qui dépend de ces céréales européennes ou de la mer Noire, c'est un nombre limité de pays. Si on regarde le continent africain, c'est l'Afrique du Nord, clairement.
très très dépendantes. Ah, et l'Égypte. Avec l'Égypte, Ouais, c'est ouais. un grain de blé sur deux qui Ouais. vient de l'extérieur pour nourrir la population. Par contre, si on descend au sud du Sahara, les niveaux d'importation sont assez faibles. Il n'y a pas une grosse dépendance. On dépeint souvent l'Afrique comme très dépendante du blé de la mer Noire ou du colza, du tournesol. On pourra peut-être parler des oléagineux. Mais finalement, c'est plutôt la production locale qui compte. Et alors, cette année? Grosses incertitudes, Ah notamment bon? sur le maïs blanc, qui est En une Afrique. céréale qui est très consommée en Afrique australe, donc Kenya, Afrique du Sud, Malawi, Zambie. Là, on a eu des gros incidents climatiques, donc sur une région qui importe assez peu de l'extérieur du continent, mais a du commerce intra-régional. L'Afrique du Sud, le Malawi, la Zambie, on dit non, on va pas exporter à nos voisins parce qu'on aura peut-être des difficultés, très certainement même, à soutenir la demande locale, à répondre à la demande de maïs. Et donc c'est là où l'insécurité alimentaire va poser problème, parce que qui souffre en premier de l'insécurité alimentaire, ce sont les agriculteurs et les agricultrices. Ces mêmes personnes, si on prend le cas de la Zambie, qui ont attendu toute la fin de la saison des pluies pour économiser beaucoup d'argent, pour acheter des semences, des engrais, payer la main-d'œuvre. Il y a eu, alors nous on a eu trop d'eau, de l'autre côté c'est des températures trop importantes, le maïs a complètement séché sur pied, donc les agriculteurs n'auront pas de revenus, parce qu'ils ne pourront pas vendre leur production, et dans le même temps, ils n'auront pas de quoi consommer eux-mêmes. Donc ces pays-là ont déjà mis des alertes très importantes. Solution? Alors les solutions, c'est importer un peu plus, d'un petit peu plus loin, d'utiliser les stocks. Le problème, c'est qu'on n'a pas de filet de protection dans certains pays. En Afrique, il y a des stocks. En Afrique, il existe assez peu de stocks, donc on va aller sur des productions qui sont plutôt d'Amérique ou de mer Noire aussi, qui produit pas mal de maïs. Donc peut-être qu'on verra une petite modification des échanges au niveau de maïs, mais on va rester sur des situations où les gens auront moins de revenus. Même si on importe, ils n'auront pas l'argent pour acheter la Donc prudence sur la sécurité alimentaire, notamment en Afrique. En Afrique australe, oui, il faut vraiment regarder ça de près. Sur les prix, est-ce que s'ils doivent importer, ils ont là des prix raisonnables pour pouvoir le faire? Alors, comme je le disais, l'État peut importer, ou les sociétés privées peuvent importer du maïs, du blé ou d'autres céréales, mais encore faut-il que les populations aient les moyens économiques. On sort quand même d'une phase de crise assez intense, hein. Covid, on en parle encore. Les conséquences de la guerre en Ukraine, hein, les prix de l'énergie notamment, ont grévé le budget des ménages ruraux en particulier. Donc même si on importe, il y a vraiment un enjeu d'accéder sur le plan du prix, de la capacité économique, hein. La FAO, qu'on mentionnait au début, a montré des chiffres très alarmants. On a une grande partie de la population, d'ailleurs, qui souffre de la faim, qui est en Afrique, et qui n'a pas les moyens économiques d'acheter la nourriture. Alors, les prix sont plutôt bons. Les producteurs français vont en souffrir, hein. Ça c'est clair. Mais au niveau mondial, on est plutôt sur une tendance qui suit la hausse douce, mais quand même présente, hein. Si on regarde l'indice des prix de la FAO, qui calcule chaque mois l'augmentation des prix, on est sur une tendance haussière. On n'est pas sur une tendance baissière. Donc, demain, on va continuer à devoir payer plus cher notre alimentation. Alors, c'est vrai, on a dit le blé, il est à 200, ce qui n'est pas énorme, 200 € la tonne. En revanche, il y a beaucoup de maïs quand même. Beaucoup de riz. Et pourtant, le prix du riz, il est haut quand même. Continue d'être. Il n'a jamais été aussi haut depuis 12 ans. D'aller à la hausse. C'est vrai que ça fait 2-3 ans qu'on regarde un petit peu moins le blé, mais beaucoup plus le riz ou les huiles et les oléagineux. J'espère qu'on pourra en parler. Et le riz, c'est une céréale qui est très importante. Elle est produite par un nombre limité de pays, hein, l'Inde, l'Asie du Sud-Est. Beaucoup d'exportations qui vont vers le continent africain. Le continent africain importe plus de riz que de blé. En Afrique de l'Ouest, on mange beaucoup de riz, en Afrique australe aussi. Et donc, c'est là où on pourrait voir effectivement des risques au niveau des prix pour les ménages aussi très importants comme sur le maïs. Alors, on assiste à une tendance où c'est peut-être plus les Européens qui vont assurer la sécurité alimentaire, mais plutôt les pays émergents et notamment l'Amérique du Sud. Voilà, ce qu'il faut bien poser, c'est vraiment les enjeux qu'on défend à la Fondation Farm, c'est qu'il faut penser souveraineté alimentaire avant de penser export, même si c'est vrai, hein, que le commerce mondial des céréales ou de l'alimentation augmente plus vite que la production, donc on a un risque de rattrapage. Mais on voit ce basculement. Il y a quelques 10 ans, c'était la Chine, hein, qui faisait vraiment la pluie et le beau temps sur les marchés internationaux. Demain, ce sera l'Inde, en forte hausse de la population, aussi l'Asie du Sud-Est, l'Indonésie par exemple, et puis l'Afrique subsaharienne. Et à l'inverse, avec le changement climatique aussi, on voit plutôt que c'est l'offre sud-américaine qui va être au rendez-vous. Je ne voudrais pas que les téléspectateurs pensent que c'est qu'une question de qui vend, parce que derrière, il y a des gens qui achètent. Et donc, il faut répondre à cette demande. Et les pays sont aussi exigeants sur la qualité, sur le contrôle sanitaire et la stabilité de l'offre. Et donc, ces pays-là sont peut-être demain un peu plus
au rendez-vous. Donc on voit un basculement en termes de demande qui va être plus sur l'Afrique subsaharienne, plus sur l'Asie du Sud-Est, et une offre forte de la part de la Russie. Ça, c'est vraiment une tendance très, très importante. Une des chiffres qui sont absolument pharaoniques de l'exportation de produits agricoles. On est passé de 10 à 30 milliards en 15 ans au niveau de la Russie. C'est une progression énorme. Et le changement climatique est plutôt favorable à la Russie, beaucoup plus qu'à l'Europe, par exemple. Et l'impact du changement climatique sur ces émergents, justement, notamment en Amérique du Sud, il sera favorable ou défavorable? Alors pour l'instant, les prévisions sur l'Amérique du Sud sont assez stables en termes d'impact du changement climatique. On a eu El Niño et la Niña qui ont eu quelques conséquences au niveau de l'approvisionnement et de la production. Mais c'est plutôt du côté de l'Europe, de l'Amérique du Nord, où là, on a vraiment un enjeu très important. Et puis l'Afrique de l'Est, où on voit vraiment des sécheresses à répétition, donc des vraies difficultés sur l'offre locale, parce que ce qui compte, c'est avant tout la capacité des petits producteurs familiaux en Afrique de l'Est. Parce que ça reste une agriculture vivrière en Afrique. Ça reste une agriculture vivrière. Ces dépendances de la Russie, de l'Ukraine, de l'Union européenne ou du Canada, elles sont surtout pour les ménages urbains qui achètent souvent des produits transformés, où là, on a un vrai enjeu de dépendre de ces marchés. Merci beaucoup, Mathieu Brun, pour toutes ces réponses. L'entretien de l'intelligence économique est terminé. Évidemment, vous pouvez retrouver cette émission sur france24.com, sur nos réseaux sociaux et sur nos podcasts. Au revoir.